C'est pendant l'année où Cécile était en Sana. Je travaillais au Mercaz avec les petits-enfants. Je les relâchais le soir au métro, Château d'Eau ou bien Barbès. J'ai voulu refaire un tour, ne pas rentrer directement dans la rue Friant. Je suis allé jusqu'à Pigalle, la place Blanche. J'ai regardé où était la grande table, où il se mettait, où je ne venais plus. Je ne sais pas si c'est ça un artiste, mais moi, rapidement, je casse. S'il n'y a pas cette entente, cette chose qui communique à l'intérieur de l'un avec l'intérieur de l'autre, il ne faut pas continuer. Il faut essayer pendant un temps, mais un temps très court. Je ne pense pas que là la patience soit nécessaire. Je ne crois pas qu'elle soit bonne. Se dire oh ça va changer, ce n'est qu'un moment, non, 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 puisque ce qui nous a rapprochés, c'est ce qu'on croyait être essentiel. Si ça ne va pas sur ces points-là, ce point-là, un seul point, c'est rabiboché, c'est pas bon. C'était en 1954. J'avais dit au téléphone, je ne reviendrai plus aux réunions du groupe. Et il m'avait dit, comme vous voulez. Il avait même ajouté, vous savez, le groupe, ce n'est pas une société philanthropique. Ça, c'était une parole de trop. Mais c'est pas grave. Je l'ai avalé, ça. J'avais envie de lui dire, je suis sûr que je vous regrette, déjà. Et je regrette aussi de ne jamais n'avoir pu parler avec vous. Je ne sais pas si on aurait abouti. Je ne sais pas si moi j'aurais tiré de ce que nous nous serions dit, de ce que j'aurais voulu vous dire. Mais comment vous dire ce que je n'arrivais pas à me dire moi-même? Je ne faisais que ressentir. C'est un problème, ça, pour pouvoir vraiment exprimer, se comprendre. Pourquoi je restais au coin de la table, au bout? Les autres, ça m'était égal. Comme ce n'était pas le jour de la réunion, que ce n'était pas le jour, Alors je suis rentré. Je me suis installé à l'une des tables. Le garçon est venu. J'ai dit comme d'habitude. Il m'a regardé. Il m'a dit c'est quoi d'habitude? Et je lui ai dit ce qu'on prend d'habitude. Il m'a amené un petit verre de vin. Je l'ai bu en fumant, en regardant autour de moi. Toutes les places étaient vides. Je crois que j'ai bien fait de couper. Je me retrouve beaucoup plus seul. Et pourtant, j'étais seul avec eux. Je me convainc petit à petit. Je me détruis aussi ce que j'ai essayé de convaincre. Mais enfin, je me convainc petit à petit. Maintenant que je sais que Cécile est là-bas, maintenant que je crois que Cécile est sortie d'affaires, maintenant que je lui écris, que je reçois tous les jours un petit mot d'elle, c'est important. C'est important d'avoir cet échange continu qui ne m'empêche pas de travailler. J'aurais dit non, il y a un an. J'aurais dit non à pas de lettres tous les jours. Si tu veux, oui, mais il y a un an, quand on ne vivait pas ensemble. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Je me serais dit,
ces lettres, quand elles arriveront, je les mettrai là, au bout de la table. Et puis tous les 3-4 jours, je les l'ouvrirai, je les lirai. J'en lirai peut-être une. Je laisserai l'autre pour plus tard. Et maintenant, je suis tout l'envers. Je guette le facteur. Je ne peux pas le voir de là où je suis. Alors j'ai repéré que la concierge, quand elle a reçu le courrier, elle va tous les matins. Il y a un teinturier là. Alors elle sort de sa loge et elle va chez le teinturier. Elle passe dans la cour. Tous les matins, elle lui amène à lui son courrier. Sinon, nous sommes obligés de descendre le chercher dans sa loge. Mais seul le teinturier a droit à sa faveur. Alors, à l'heure du facteur, je me mets derrière mes rideaux. Je regarde la cour. Je sais qu'il y aura la lettre. Ce que je veux, c'est ne pas descendre pour rien. Alors je vois la concierge passer. Elle a le courrier pour le teinturier. Je descends. Elle me dit, oui, c'est là, prenez. Sur le bord de sa table, il y a tous les petits tas de lettres qui attendent. Les locataires qui vont passer, qui vont partir, qui vont rentrer. Je remonte avec mes lettres. Ma lettre. Personne n'écrit. Je n'écris à personne. Entre les lignes, je lis. On parle toujours de la fièvre, de la douleur, de la fatigue. Toujours. C'est moi qui l'ai demandé. Elle m'a dit une fois, non, ça sera long. Il y a donc tous les jours de la fièvre pendant encore au moins 2 mois, 3 mois. J'aurai tous les 2-3 jours une ponction pendant encore 5 mois, 6 mois. Je voudrais ne plus parler de ça. C'est moi qui ai dit, je te demande de me parler de ça. J'ai besoin non pas de ne pas oublier, mais j'ai besoin de voir où tu marches. Si je ne savais pas ça, je crois que tu ne serais pas Cécile. Elle m'a répondu, j'espère bien ne plus être Cécile comme ça, dans peu de temps, dans quelque temps. J'ai répondu oui, mais en ce moment, Cécile, pour moi, c'est une femme dans un lit. C'est une femme qui guérit pour nous. C'est une femme qui met tout de notre côté. C'est aussi une femme qui, dans son lit, non pas utilise la maladie comme un rempart, mais pour moi, sa maladie est mon rempart. Je suis quelqu'un d'extrêmement fragile. Je suis fragile dans ma tête. Je suis plus fragile dans ma tête que dans mon corps. Sur ce point, je me reconnais comme artiste, comme si tous les gens fragiles de la tête étaient des artistes. Je ne me fais pas d'illusions. Maintenant que je suis à nouveau seul mais habité par Cécile, je sors, c'est-à-dire, je ne vais pas seulement dans le quartier, je vais rue de Seine, je vais rue Bonaparte, je pousse des pointes de l'autre côté de la Seine. Je rentre dans une galerie, je regarde ce qui est au mur. 2-3 cadres, 2-3 dessins, 2-3 peintures. C'est assez. Je ressors. Ça ne me plaît pas. Très peu me plaisent. Le hasard a fait. Il y a quelque temps que je suis rentré dans une galerie. C'était rue des Beaux-Arts. Petite chose. Je n'avais pas vu ce qu'il y avait de marqué sur la porte. Quel était l'artiste? Je suis rentré, c'était accroché, mais rien ne reliait les œuvres qui étaient sur les murs. Il y avait une femme à une table. Je lui ai dit, qui est-ce? Elle me dit, c'est un petit groupe. J'ai regardé les signatures. Je connaissais personne. Il n'y en a qu'une.
J'ai bien vu B-R-Y-E-N. Je suis revenu vers la femme, je lui ai dit, ça c'est Brienne. Bah oui. Merci. Il y a d'autres? Oui, là, sur le mur, il y en a 3. Elle ne m'indique pas quels sont ces 3, au milieu des autres. Je regarde, je cherche, je m'interdis de lire la signature. Je veux trouver ce qui est Brienne. Ça doit se reconnaître. Je les trouve, toutes les 3. Je suis soulagé. Je ressors un peu gai. Il a des couleurs splendides. Des bleus avec des petites taches orangées ou ocre dessus. Une sorte de griffure dedans. Je ne sais pas comment il fait, mais ça vient, ça. Ça, c'est un artiste. Je suis très heureux. Je vais au bord de la Seine. Je suis content. Je suis vraiment très content. C'est une belle journée. Je ne vais pas tout de suite le dire à Cécile. Je lui dirai dans quelques jours. Je lui dirai, j'ai oublié de te dire, je veux garder ça tout à fait pour moi. Je marche, je vois l'eau qui passe. Je suis sûr que Brienne ferait quelque chose comme ça. Je suis sûr que les arbres au-dessus de moi, les feuilles par terre, il a regardé ça. C'est quelqu'un qui sait regarder, qui sait mettre en lui, intégrer, comme on dit quelquefois. Je suis sûr que ça vient de très loin. C'est un homme qui lit. Je me souviens que Zerbide m'avait dit, il écrit. J'aurais dû demander à la femme, est-ce qu'on peut trouver ce qu'a écrit Brienne? Je rentrerai un jour dans une librairie. Je poserai la question. Seulement, je ne peux plus rentrer dans les librairies. Je me sens mal dès que je suis dans une librairie. Les quantités de livres qu'il y a dans les librairies, ça me donne mal au cœur. Je ne peux pas digérer tout ça d'un coup. De la place Blanche où j'étais, je suis redescendu. Je suis allé en direction de Clichy. Je marchais sur le boulevard. Demain matin, j'aurai une lettre. Moi, j'en ai une dans ma poche que je n'ai pas postée. Je la posterai tout à l'heure en revenant. Adam Ferrochereau. Elle l'aura demain aussi. Tous les jours, je la tiens au courant de ce que j'ai fait. Quelquefois, je fais un véritable relevé précis de toute ma journée. Je lui parle moins des enfants avec qui je travaille, et je lui en parle quand même. Mais peu. Je n'essaie de raconter que ce qui peut la faire sourire. Et les enfants, quelquefois, sont si turbulents et ceux-là pleins d'humour, mais d'un humour blessant, se blessant les uns les autres. Ils sont un peu artistes. Je n'ai pas tendance à trouver artiste tout ce que je peux rencontrer ou croiser, mais je ne me trompe pas en disant ça. Ce sont des enfants qui ne deviendront jamais artistes. Mais il y a en eux, par la vie misérable qu'ils traversent, il y a chez certains, par cette vie misérable, les semences d'une richesse sont vraiment là des pièces, non pas d'or, mais des pièces en pierre, qui pèsent beaucoup plus que des pièces d'argent. Avec peu, ils font tenir. Je leur donne quelquefois des crayons de couleur. Même les tout petits, qui n'ont jamais peur, jamais eu peur de moi, toujours prêts à répondre non. Même les petits, avec un crayon. Ils commencent pas en disant je sais pas. On leur donne le crayon, ils commencent tout de suite. Tout de suite, pas pour faire plaisir, pas pour s'amuser. Tout de suite avec sérieux. Il y a une tête, il y a un rond,
Je sais, je regarde beaucoup ce qu'ils font. Beaucoup. Je mange parfois ce qu'ils font. J'ai perdu ça. M'asseoir, prendre le crayon, tout de suite travailler. Eux, ils ne travaillent pas. Eux, tout à coup, assis, c'est comme une chasse d'eau, elle démarre. Ça coule. Ils n'ont pas de fuite, mais ils sont prêts. C'est ce que je dis à Cécile. Je lui dis, nous aussi, c'est ce que nous devons faire. Nous devons être continuellement prêts. Peut-être on peut dire prêts pour tout ce qui peut arriver, mais prêts aussi pour tout ce que nous allons faire. On n'est pas dans cette attente à bâiller et à dire ça va venir. Non, on pousse et on attend. On pousse dans l'attente. Artiste, c'est ça. Artiste, c'est pas accepter de dormir. Artiste, c'est dire non à soi pour que ça sorte. C'est se contrarier, se blesser. Les enfants, là, ils se blessent. Je crois que je n'ai jamais fait rien d'autre dans mes jeux que de me blesser. Pour moi, la vie, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, c'était un jeu. Mais c'était un jeu très sérieux. La vie, c'est un jeu très sérieux. Autour de moi, ils faisaient ça, sauf ma mère. Depuis, j'ai rencontré beaucoup d'autres qui faisaient dans l'ennui la vie. Bon, je marche, puis je m'arrête. Je me dis que je prendrais bien le métro. Je descends, je passe sur le quai. J'attends. C'est un peu tard. Il n'y a pas souvent de métro. J'allume une cigarette encore. Je sais qu'à Clichy, Miller a vécu. Qu'est-ce que je ferais si je le voyais là maintenant? Je lui dirais, c'est vous? Il me dirait oui. Je lui dirais, j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu ce que vous disiez justement à Clichy. Est-ce qu'il tournerait les talons ou est-ce qu'il resterait avec moi? Est-ce qu'il me dirait, on ressort, on va boire? Est-ce que je vais rencontrer un jour un vrai type qui me dira, viens, on va boire? Oui, un type qui dit, viens, on va boire. J'en ai trouvé. Mais le type qui dirait, viens, on va boire, on va se boire. Moi, je vais te boire, toi, tu vas me boire. Ça existe encore, tu crois? J'étais là, et puis, il y a une femme qui est passée devant moi. Il y avait déjà d'autres femmes qui étaient passées. Mais là, il y en a une qui est passée. J'ai l'impression que ça faisait 2 fois qu'elle passait devant moi. C'était le bas de ses jambes. J'avais dû voir 2 fois les chaussures. Une fois passée en allant vers le bout du quai, une fois revenant. J'ai relevé la tête. Elle s'est arrêtée. Oui. À cette heure-là, Cécile, c'est le moment où la fièvre monte le plus. Elle m'a dit une fois, à partir de 6 heures le soir, il faut que je fasse vite pour déjeuner. Non, pour dîner. Il faut que je fasse vraiment très vite. Je sens que c'est là. C'est pas à 4 heures qu'elle monte. Là, elle doit commencer. Mais vers 6 heures, 6h30, ça me prend dans la tête et dans la poitrine. Je vois les choses petit à petit tourner. Dans la chambre, le fauteuil sur lequel un jour je me mettrai pour faire mes cures. Il se met à tourner, il valse. Je n'invente pas de forme. Je vois les rares formes de ma chambre, dans ma chambre. Ma table de nuit à ma gauche, la porte du cabinet de toilette, un peu plus loin, à gauche aussi. Une sorte de petite armoire sur ma droite. Et ce grand fauteuil de cure, dans lequel je me suis encore jamais ni assise ni allongée. Quand ils font mon lit, ils me posent 1 seconde sur la chaise. Ils font très vite pour faire les lits. Les femmes ont le coup. Elles tapent, elles secouent, elles retournent. Toc, je me retrouve dans mon lit. Je suis mieux dans mon lit. Chaque fois qu'on me met sur la chaise, je ne suis pas bien. Mais le soir, quand la fièvre monte, tu ne peux pas savoir comme c'est gênant. C'est gênant parce que je ne peux plus penser à toi à ce moment-là. La fièvre m'empêche de penser à toi. C'est pourquoi je n'aime pas du tout cette fièvre. Il
Il y a quelquefois des fièvres du matin, je sens, j'ai des frissons, elles ne m'empêchent pas de penser à toi. Mais quand je ne peux pas penser à toi le soir, j'ai l'impression qu'on a retiré la fiche de la lampe, tu vois. Moi, j'appuie sur le petit bouton, mais la lumière ne vient pas. Et je vois que la prise est sortie de l'autre prise. Et je me dis, mais si je pouvais me lever, je remettrais la prise. J'aurais de la lumière. Eh bien, moi aussi, j'aurais de la lumière. Je pourrais, mais à cause de la fièvre, la prise est tombée. La fièvre s'attaque aux prises. Elle s'attaque même au crayon. Je ne peux rien tenir dans mes mains quand j'ai la fièvre. Je ne peux même pas tenir, bien sûr, un livre. Je ne pourrais pas lire. Mais un livre, ça serait à la fois une occupation, et puis ça serait comme une présence. Surtout que ça serait un livre que tu m'aurais envoyé, toi. J'ai essayé de lire ce que tu m'as envoyé. Je peux le lire un peu vers 11h le matin. De 11h à midi, j'arrive à lire. Mais après, je ne peux pas. Après, je n'oublie pas ce que j'ai lu. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas me fixer. Je ne peux pas comprendre. Quand tu arrives 4h30, 5h, je ne peux pas tourner les pages. Je veux croire que tu as raison. Ça va bientôt s'atténuer tout ça. Mais c'est difficile. Parce que là, je ne peux pas lutter. Voilà. Là, je ne peux plus lutter. Quelque chose tombe sur moi. La fièvre dit, c'est moi qui gagne. Tu ne peux pas lutter. Et je suis obligé de lui dire, oui, demain je pourrai, le matin. Tu me laisseras, le matin. Et ma peur, c'est qu'un matin, j'ai trop de fièvre. Mais je te crois. Tu as dit, je n'en aurai jamais le matin. Alors le matin, je me dis non. Il m'a dit que je n'aurai pas de fièvre. Et c'est vrai à chaque fois, quand je sors le thermomètre, quand je le regarde. Je suis heureuse. Je vois 37,9. Ça, c'est pas de la fièvre. Mais le soir à 4h30, 5h moins le quart, quand l'infirmière passe, qu'elle donne le thermomètre, là, je le mets. Elle repasse 5 minutes après, ramasser les thermomètres. Donnez-moi votre thermomètre. Je lui donne mon thermomètre, mais avant, je regarde. Et elle dit, il ne faut pas regarder. Je lui dis, je regarde le matin, je regarderai donc le soir. Et là, je vois, j'ai déjà 39. Ça veut dire qu'à 6h30, 7h, si j'avais un thermomètre, j'aurais presque 39,5 peut-être, 6. Avec ça, tu ne peux plus réfléchir. J'essaye de t'imaginer, mais j'arrive plus à t'imaginer. Dis-toi que quand pendant des semaines et des semaines, tu as le soir 39,5, peut-être qu'il y a plus, 39,7, et va savoir. Et s'il y avait encore plus. Mais en tout cas, il est certain que là, je ne peux pas revoir notre lit. Je ne peux pas voir ta table. Ma table, ça m'est égal. Ça m'est égal. Je suis prête à ne plus jamais graver, à la condition que je puisse sortir d'ici, revenir. Je continue à y croire. Mais je ne peux pas voir ta table. Ça me manque tellement. Je voudrais voir ta table. Le matin, je l'aperçois. Le matin, je peux même te voir. Tu es penché. Oh, je ne te vois pas en train de m'écrire une lettre. Je la reçois, la lettre. Je n'ai pas besoin d'imaginer. Mais j'ai besoin, oui, de te voir avec un pinceau, avec ton porte-plume, de voir la boîte ouverte, de voir l'encre que tu fais couler, de te voir te lever, marcher dans la chambre, notre chambre, oui. Les jambes qui venaient de passer 2 fois devant moi et qui venaient de s'arrêter m'ont fait que j'ai relevé la tête. C'était une femme, bien sûr. Le métro arrivait. Je ne suis pas arrivé à me lever de la banquette dans la station. Le métro a eu ses portes ouvertes. Quelques gens ont dû descendre. Les portes ont été refermées. Il y a eu le petit sifflet là-bas. À cette époque, il y avait encore un type qui appuyait, puis qui sifflait. Ça faisait plus vivant que maintenant.
Et puis le métro s'est remis en route, tout doucement. Et je voyais que les jambes n'avaient pas bougé. Je me disais, faut pas que j'oublie ma lettre. Même si j'arrive tard, jusqu'à 11h, 10h30, ils embarquent le courrier à d'Enfer-Rochereau. Mais faut pas que j'oublie. J'ai relevé encore la tête, j'ai vu la femme. Je ne connais pas. Donc on en avait pour encore quelques minutes jusqu'à la prochaine rame. Alors elle est venue vers moi. Elle m'a dit « Bonsoir, je crois que je ne me trompe pas. » Alors j'ai voulu me lever, mais je ne me suis pas levé. J'ai fait comme si j'allais me lever. Puis elle a fait comme si elle allait s'asseoir. Alors je l'ai laissée s'asseoir. Elle s'est mise à côté de moi. Je regardais les rames, les rails, toute cette céramique brillante sur les murs. Dans ce temps-là, il y avait déjà un peu de réclame, ça commençait. J'aimais pas. Je marchais dans la rue pour pas les voir, la tête presque baissée. Je suis rentré plusieurs fois dans quelqu'un. Là, il y avait quand même une réclame. C'était un type avec un grand nez. Puis il y avait comme une bouteille accrochée à son nez. Je comprenais pas. Elle était assise à côté de moi. Quand j'ai entendu la suivante rame rentrer dans la station, je me suis dit, elle va se lever. Si elle se lève, je me lève pas. Si elle se lève pas, je me lève. Bon. J'ai choisi de ne pas me lever. Je me suis dit, elle va se lever. Le métro s'est arrêté. La même chose que pour le précédent, des portes qui s'ouvrent, des gens qui descendent, le type qui siffle, les portes qui claquent, le métro qui part. Elle n'est pas partie, elle est encore là. Alors j'ai tourné la tête à gauche, puis je l'ai regardé, je lui ai dit, vous vouliez prendre le métro et vous ne le prenez pas. Moi, je voudrais prendre le métro, puis je ne le prends pas. Je me dis, je vais vous laisser prendre le métro la première. Alors le prochain métro, prenez-le. Sinon, moi, je le prendrai. Alors elle me dit, vous avez tout à fait la voix. La voix de quoi? Vous avez tout à fait la voix. Je sais ce qui vous êtes. Je lui ai dit, mais moi, je ne vous connais pas. Mais si. Alors on s'est vu il y a très longtemps. Ah oui, il y a vraiment très longtemps. Vous êtes sûr? Je suis certaine. Vous venez souvent ici? Je lui ai dit non, je suis venu faire un tour pour retrouver des copains. Mais je savais qu'ils n'étaient pas là. Je suis venu quand même. Je suis content de ne pas les avoir trouvés. Maintenant, je rentre chez moi. Moi, je commence. Vous commencez quoi? Je commence ma nuit. Ah bon? Vous travaillez la nuit? Ouais. Vous ne me reconnaissez pas? Non. Et si je vous tutoie, vous croyez que vous allez me reconnaître? Pas plus. Regardez-moi bien. Alors je la regarde bien. Je respire profondément. Je dis, je suis certainement fatigué. Si c'est vrai, si ce que vous dites est vrai, c'est parce que je suis fatigué. Et je suis fatigué. Je viens de travailler toute ma journée. Tu veux que je te dise comment tu t'appelles? On pourrait essayer, oui. Tu t'appelles Freddy. C'est vrai. Donc c'est vrai. Vous me connaissez. Tu peux me tutoyer. Ça fait au moins 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Alors on était jeunes. Oui, un peu. Tu habitais à Boulogne? Oui, c'est vrai. Arrête de dire c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as changé? Oui, j'ai été malade. Non, mais autre chose. Oui, il y a eu autre chose aussi. T'as des nouvelles du quartier? Non, je n'ai pas de nouvelles du quartier. Tu veux que je t'en donne? S'il y a des nouvelles du quartier, oui. Angéline, oui.
Angéline est morte. C'est vrai? Oui, ça s'invente pas. Tu connais Angéline? Oui. Aide-moi, qui es-tu? Vraiment, tu m'as pas reconnu ou tu fais semblant de ne pas me reconnaître? Non, non. Je suis sincère. Oh, le grand mot. Je suis sincère. Tout le monde est sincère. Tant mieux. Ah oui, tout le monde est sincère. Tout le monde est sincèrement salaud par moment, mais tout le monde est sincère. Mais alors comment savez-vous? Mais tutoie, écoute, tu peux pas me dire tu? Tu vois pas? On a été ensemble pendant un bon moment. Mais ça marchait pas. T'avais autre chose en tête. À ce moment-là, oui. J'ai commencé à me demander, et si c'était Ginette? Ça pourrait être Ginette. Formidable ce qu'elle a changé. C'était une enfant encore. Quand elle avait 16 ans, c'était encore une enfant. Il n'y avait rien de formé en elle, même si son corps était déjà là. C'est elle. C'était perturbant pour moi. Angéline morte, et Angéline m'avait parlé. Quand je suis allé chez elle, oh, il y a déjà un moment, je l'ai un peu laissé tomber. La dernière fois, on avait fait une soupe. Il y a encore un métro qui passe, puis encore un autre métro qui passe. J'arrête de réfléchir et je lui dis, oui, je crois savoir maintenant. Tu t'appelais Ginette. Je m'appelle plus comme ça. Mais oui, je suis encore Ginette pour toi si tu veux. Oui, je suis allé voir Angéline il y a vraiment longtemps. Oui. Elle m'avait un peu parlé de toi. Là, il faut que je prenne le prochain métro. Je peux pas rester là. Il faut que je rentre. T'es pressé? Je suis assez pressé maintenant, oui. J'ai travaillé toute ma journée. Mais on pourrait se revoir? Non, je crois pas. Faut pas essayer des choses comme ça. Mais ça te dit rien? Au moins savoir ce que je fais. Bon, bah tu travailles, tu m'as dit. Moi, je t'ai dit je travaille, et toi, tu m'as dit tu travailles. Angéline m'a dit que tu étais marié. Oui, je suis marié. C'est-à-dire, il y a encore un homme, quelque part. Seulement, je l'ai quitté. Ah, mais quand Angéline m'a parlé de toi, tu ne l'avais pas quitté. Et c'est quand, ça? Angéline? Ça fait 1 an par là. Peut-être plus. Elle était fatiguée, elle était malade même. C'était toujours sa bronchite. Oui, je l'avais vue plusieurs fois. À ce moment-là, je travaillais un peu à Boulogne. Elle m'avait dit que ça n'allait pas bien, toi et lui. Non, ça n'allait pas bien du tout. Ça continue à pas bien aller. Seulement, je le laisse tomber toute la semaine, puis je reviens le dimanche. Et puis là, ben, on passe ensemble un dimanche. Je te prie de me croire. Ça chauffe. Et pourquoi tu rentres? Parce que je ne peux pas le laisser seul. Et c'est complètement écroulé. Alors c'est toi qui t'occupes de lui. Non, je voudrais ne plus revenir. Il est terrible avec moi. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Il m'a fait vraiment descendre. Je ne peux pas descendre plus bas. Mais ça va. Maintenant, ça va. Elle voulait, c'était certain, m'amener à lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? J'avais tout compris. Même quand elle avait 16 ans. Quand elle avait 16 ans, puis qu'elle essayait, elle me tournait autour. Moi, je voulais pas. J'avais déjà compris. Elle irait ailleurs. Elle le faisait déjà. Elle était déjà ailleurs. J'étais
Je ne sais pas comment elle avait fait pour comprendre ça et appliquer ça. Elle était bête. Elle était belle. Elle avait fait de moi ou elle allait faire de moi, à ce moment-là. Une sorte d'homme régulier. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se taper les types. Voilà. Mais ça allait se terminer autrement. Tout ça, j'en étais sûr. Rien ne la calmerait. Elle ferait ça tout le temps. Mais c'est pas ce qui m'avait empêché de me rapprocher d'elle. C'est que j'étais déjà très très seul. Je voulais repartir et je suis reparti. Alors le métro est arrivé, j'ai dit écoute, on se reverra, puisqu'on vient de se retrouver là sur un quai. Qui est-ce qui aurait dit que ici, à 10h30 du soir, toi, t'allais me reconnaître, me parler, et puis qu'on allait faire une conversation, là, dans cette station, là. Toi, t'es souvent ici? Ouais, je travaille au-dessus. Eh bien, moi, je travaille pas par ici, et je dois rentrer, et maintenant, je suis un peu loin. Je sais même pas où je dois aller pour retrouver le chemin. Tu habites où? Oh, de l'autre côté de Paris. On va faire la route ensemble. Non, tu restes là. Le métro est arrivé, je suis rentré. Elle a suivi. Elle n'est pas passée dans la même entrée que moi, la même porte, elle est allée à l'autre. Puis elle m'a regardé un peu pendant 1 minute ou deux. Moi, je cherchais où est-ce que je dois aller pour revenir sur d'Enfer. Je me disais, je descendrai à d'Enfer si ça va. J'étais loin. Elle est venue à côté de moi. Elle m'a dit, tu cherches, tu sais même pas où tu vas. Mais si, il faut que j'aille à d'Enfer-Rochereau. Eh ben, je vais t'emmener jusqu'à là-bas. On va faire ça tous les deux. Je t'ai dit que je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Puis j'ai une lettre à poster. À cette heure-là? Oui. Je suis même pas sûr maintenant qu'elle parte. Oh, je t'accompagne. Elle est restée donc à côté de moi. Je l'entendais à peine, le métro faisait un bruit d'enfer. Je l'entendais à peine, mais je comprenais tout ce qu'elle pouvait essayer de me faire passer. Elle m'emmerdait et elle m'emmerdait pas. C'était difficile. Une femme qui s'accroche et qui dit non pas, tu peux pas savoir ce que je m'emmerde, ce que je souffre, non. Une femme qui dit je m'en fous. Tout ce qui arrive, je m'en fous. Tu comprends ça? J'avais vraiment pas envie d'entendre ça. Voilà. Je suis un égoïste. J'ai pas envie d'entendre Ginette se plaindre. Mon gilet, il est déjà plein. La lettre que j'ai dans ma poche, c'est pas une lettre de plainte. C'est la seule lettre de Paris qui ne se plaigne pas. C'est une lettre où je dis voilà le temps qu'il a fait toute la journée. Voilà moi ce que j'ai fait dans le temps de cette journée. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi au moment où tu reçois ta première petite assiette, à 11h30. Et puis la fin de ce repas, léger, qui te fatigue. Et puis la cure. Et puis le commencement de... Voilà, j'ai dit ça. Demain, dans la lettre que je lui enverrai, je lui parlerai de la journée avec les enfants. Je lui dirai ce que j'ai fait, ce qu'ils ont fait, surtout ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Je lui dirai que je les aime beaucoup. Chaque fois que je les retrouve, ils m'amènent quelque chose de chaud, de vrai, Ils jurent complètement avec ce qui se trouve autour de nous. Quand on est en groupe, je les attends, il en manque un ou deux. On attend toujours, on ne veut pas laisser derrière nous un de leurs copains. C'est incroyable. On dirait qu'on est habillés comme des gens du Moyen-Âge. Et les autres sont habillés comme des riches, ou comme des ordures, ou comme des morues. Tout passe autour de nous. Tous nous regardent. Quelquefois, ils s'écartent un peu, comme si on était des gens puants. Les gosses le voient faire, ça. Ils reviennent encore plus dégoûtants la fois d'après. Ils mettent leurs vestes à l'envers. Les vestes sont usées à l'intérieur. Les doublures sont déchirées quand il y a encore des doublures. Alors ils arrivent comme ça, dans cet état-là. Je sais pourquoi ils le font. Ils sont là, ils s'appuient sur
la rambarde de la bouche d'entrée du métro. Je crois qu'ils mettent tout ce qu'ils ont de plus sale pour venir avec moi. Je leur dis, essayez de mettre autre chose. C'est pas la peine de faire ça. Mais il y en a un qui, tout le temps, il répond très bien. Il me dit, t'as déjà vu les autres? Les autres, c'est l'envers des nôtres. T'as déjà vu les autres, comment ils nous regardent? Eh ben, moi je les regarde pas. S'ils veulent me regarder, eh ben ils ont qu'à me regarder. C'est pour ça que je mets mes fringues comme ça. Tu entends? Oui, t'as pas besoin de le dire, c'est des choses qu'on comprend tout de suite. Tous vous faites ça. Eh ben moi je le fais pas. Pourquoi moi je mets mes fringues dans le bon sens? Pourquoi je me tiens pas tellement comme vous? Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça. C'est pas avec ça que vous allez vous sortir de là où vous êtes et eux les faire regarder là d'où vous venez. C'est pas comme ça, mes enfants. Alors la fois d'après, ils ont un peu changé d'allure. Ils sont un peu plus propres. Ils étaient propres quand ils étaient sortis de chez eux. Les parents les regardaient. Même dans la misère, on est propre. Mais ils devaient se salir, passer les mains sur le trottoir, dans le caniveau, puis se mettre ça sur la tête, sur le visage, sur les tabliers. Alors on a changé, je ne sais pas où. Je lui ai dit, maintenant, toi, tu files, tu retournes. Je ne sais pas quel boulot tu fais, mais tu vas être en retard. Écoute, viens, je vais t'embrasser. Viens. Elle me dit, non, je vais aller avec toi jusqu'à la place d'Enfer. Si ça se trouve, je resterai là-bas ce soir. Qu'est-ce que tu veux foutre là-bas? Il n'y a pas de clients, il n'y a rien. Mais il y a des clients partout. Et écoute. Écoute. Non. Rentre. Je ne sais pas quoi te dire. Alors elle m'a regardé encore un coup. On est sorti d'Enfer. Je lui ai dit, la poste est là, il faut que j'aille vite voir si le courrier a été pris. Je suis arrivé, j'ai regardé. Il y avait encore de la lumière dans la poste. Je me disais, je demanderais bien s'il y avait un postier là. Et elle m'a dit, si, je vois là, regarde. Il y avait. J'ai dit, on peut encore mettre. Ah oui, on relève maintenant, c'est l'extrémité. J'ai mis. J'étais content, je me suis retourné vers elle, j'ai dit, bon bah, au moins ça. Je m'en serais voulu si je n'avais pas envoyé ma lettre. T'envoies des lettres qui sont si urgentes. Oui, j'envoie des lettres. Tous les jours, j'envoie une lettre. Ben, il y en a qui ont de la chance. Je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu fais? Et si on s'asseyait un peu? Si on buvait encore un café? Si tu me parlais? Bon, j'ai dit oui. On est rentré justement au d'Enfer Rochereau. On a commandé un café. Elle me dit, à qui t'écris? Ben, je lui dis, mais ça, c'est mon affaire. Dis-moi à qui tu écris. J'écris à une femme. Tous les jours, tous les jours. Parce qu'elle est partie. Comme tu dis, elle est partie. Elle est partie loin. Ouais. C'est une femme qui, en ce moment, ne peut pas dormir. À cette heure-là, elle ne dort pas. Parce que elle travaille la nuit. Non. C'est la vie qui la travaille la nuit. C'est la vie. Je comprends rien. Je peux pas t'expliquer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas non plus t'expliquer. Mais tu travailles? Oui, je travaille avec des enfants. Avec des enfants? Ouais, ça existe, les enfants. Tu n'as pas eu d'enfant, toi? Non, heureusement. J'en ai eu un, il l'a fait sortir avec un coup de pied. Qui? Lui? Ah oui. Et toi, tu as eu des enfants? Oui, il y en a 2. Avec cette femme-là? Non, avec une autre. Tu n'es plus avec l'autre? Non, je suis parti. Tu vois, Angéline, elle l'a jamais dit, ça. Angéline est discrète. T'as toujours tes parents? Mes parents sont loin. Et toi, t'avais quitté Boulogne? Ah oui. J'étais parti très très loin. Dans le sud.
On finit notre café. Je lui dis maintenant, il faut que je rentre. Oh, reste encore 5 minutes. Tu m'as pas demandé, moi, comment je vais. Mais si, je te l'ai demandé. Puis je le vois. Ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas de savoir ce que tu fais. Et je l'ai vu. Tu me juges? Pas du tout. J'étais certain que c'était ça. Il y a 10 ans, c'était déjà ça. C'est pas vrai. Tu te préparais, donc c'était déjà prêt. Ça te dégoûte? Non. Non. Je me suis jamais posé de questions, là. Tu travailles beaucoup? C'est la chance. Il y a des soirs où ça mord.